Culture Soccer. Culture Soccer. On l'attend depuis plusieurs années, la qualification d'Équipe Canada vers une Coupe du Monde. Et maintenant, on y est. C'est la quête d'Équipe Canada vers Qatar 2022. Ça commence maintenant. Ça commence au mois de septembre 2021. Le Canada est qualifié à l'Ocho. On en a parlé plusieurs fois. Les 8 équipes qui vont se battre pour les 3 places qualificatives directement vers la Coupe du Monde. On va dire 3 places et demie, sachant que le 4e ira aux playoffs interconfédération. Donc, comme d'habitude, à l'animation de CS à l'érable, Adi Raphaël, toujours présent. Et je suis rejoint, enfin presque toujours, et je suis rejoint par mes amis, mes collègues et mes estimés, à qui j'ai beaucoup d'estime, Daniel Cameron et Alex Rupert. Daniel, comment tu vas aujourd'hui? Hey, salut Hedy, ça va bien, merci. Et toi? Salut Alex. Ça va super bien, super bien. Alex, tu es prêt à en découdre sur les choix de John Herdman aujourd'hui? Absolument, parce que c'est l'histoire. C'est la première fois depuis 1997 qu'on participe à une ronde finale de la Coupe du Monde pour une participation à la Coupe du Monde. Donc, let's make history. Ouais, il faut vraiment arriver à dépasser un peu ces standards-là, à aller plus loin, à passer au prochain niveau. Comme tu l'as dit, première fois depuis 1997 qu'on se retrouve dans cette dernière phase de qualification pour la Coupe du Monde. Il faut dire, on a les arguments pour aller plus loin. Est-ce que c'est trop tôt? Ça, c'est la grosse question. On en saura beaucoup plus d'ici à la vers la mi-année 2022. On ne va pas en savoir plus tôt, mais il y aura beaucoup de matchs d'ici là. Chaque rassemblement de l'équipe nationale canadienne, il y aura 3 matchs au lieu de 2. Donc, attendez-vous à beaucoup de matchs. La profondeur de l'effectif sera extrêmement importante. Commençons par parler de l'équipe nationale, du dévoilement des 23 joueurs qui vont faire le voyage avec Équipe Canada et commencer cette quête-là. John Herdman, déjà, on commence en premier, si ça ne vous dérange pas, un petit truc qui n'est pas dans le programme, mais John Herdman pouvait choisir jusqu'à 26 joueurs à appeler, mais il a décidé de complètement ignorer cette nouvelle limite et il a quand même choisi 23 joueurs. Est-ce que vous trouvez ça bizarre, sachant qu'il a 3 matchs à jouer? Personnellement, j'aurais aimé qu'il ait un peu plus de choix. T'en penses quoi, Alex? Je trouve ça étrange parce que tu as 3 matchs, tu veux être prévoyant au cas où est-ce qu'il y a des blessures, où est-ce qu'il y a des malaises ou n'importe quel imprévu qui pourrait arriver. Et ça aurait été une bonne occasion de faire entrer des nouveaux visages dans l'équipe pour au moins qu'ils soient dans le paysage et pour qu'au moins qu'ils prennent de l'expérience puis qu'ils voient un peu comment ça marche dans l'univers de, du club, ben, pas du club, mais de l'équipe nationale canadienne. Donc, je sais, j'ai cru voir que la raison était parce qu'il voulait pas laisser du monde sur la galerie, il voulait pas amener du monde inutilement qui ne jouerait pas de minutes. Je trouve ça un peu bizarre comme raisonnement. Tu veux quand même utiliser ces spots-là pour intégrer du monde parce que tu sais, c'est quand même une campagne de 14 jours, je veux dire 14 matchs sur plusieurs mois, puis c'est pas vrai que tes 23, c'est eux que tu vas avoir tout le long, fait que tu veux pouvoir habituer des nouveaux visages dans l'équipe au cas où tu aurais besoin de faire appel à eux. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, Daniel? De mon côté, j'ai l'impression qu'il a déjà son idée de fait, puis il se dit, je ne veux pas faire traverser l'Atlantique à quelqu'un pour jouer. Parce que là, c'est plus les matchs contre les Bermudes, les îles Caïmans et autres paradis fiscaux. Donc, actuellement, on est plus dans une dynamique de je veux avoir mon équipe type. Il y aura un peu de rotation d'effectifs parce que c'est sûr que ça ne va pas être le même 11 qui va jouer les 3 matchs, là, ni le même 16, je pense pas. Mais probablement qu'il part du postulat que ces joueurs vont être capables de livrer la marchandise et que si jamais il y a quelque chose, peut-être il pourra, je ne sais pas s'il y a des possibilités d'ajuster. Par exemple, si un joueur se blesse le premier match ou 2 joueurs se blessent le premier match, il peut rajouter quelqu'un au deuxième ou au troisième. Peut-être qu'il y a des listes de remplacement. Il y a peut-être des choses que nous, on ne sait pas aussi, là.
Ouais, mais même là, quand tu y penses, tu as 3 matchs à jouer. Hein. Est-ce que tu vas avoir ton même 18 sur le banc ou ton même 23 sur le banc? J'ai comme l'impression que tu aurais pu, tu as le choix d'avoir 26. Ben, pourquoi pas utiliser tout le choix? C'est comme si je te disais, ben, tu as le droit à 18 joueurs sur ta feuille de match avant le match. Ben, tu choisis tes 11 titulaires, puis sur les 10 joueurs que tu as de plus, ben, au lieu d'en choisir 7, ben, tu en choisis 3 juste parce que tu peux. Ouais, mais c'est con. Genre, tu sais, mets-en 7, puis genre, si tu les fais pas jouer, c'est correct. Tu sais, genre, fais-les rentrer dans ce groupe d'équipe Canada parce qu'on ne le sait pas. Arrivé en 2022, disons, on se qualifie, arriver au match très important quand on va aller jouer dans des matchs importants vers la fin des qualifications. Si, par exemple, on voit, par exemple, un Jonathan David et un Alfonso Davies blessés, ben, si les autres joueurs, leurs remplaçants, n'ont pas eu d'expérience au sein d'un groupe, n'ont jamais rejoint un rassemblement d'équipe Canada, bah, ce sera leur première fois en plus du stress de jouer ce gros match. Donc déjà, en amenant les plus de joueurs, tu commences à les habituer à se mettre dans ce genre de mood-là, dans ce genre de mindset-là, dans ce genre de configuration-là. Donc, je sais pas, moi je trouve que c'est dommage qu'il n'ait pas pris... qu'il n'ait pas pris 26 joueurs, de là à pas faire jouer 3-4 joueurs, mais au moins les garder dans le bain et les garder un peu au sein du groupe, en fait, et leur faire vivre ce que le groupe vit. Je pense que ça aurait été une bonne chose. Mais bon, écoute, c'est le choix de John Herdman. Il a raison, si jamais il veut. Tant qu'il gagne, il aura raison. Et voilà, il est là le problème. Mais on va parler des matchs un peu plus tard. On va juste mentionner un peu l'alignement parce que je pense que c'est important de décortiquer cet alignement-là avant les 3 matchs qui vont se jouer durant cette première fenêtre, ce premier rassemblement. On commence par les gardiens. Okay? On a 3 gardiens de but. Milan Borjan, qui est bien évidemment le numéro 1, qui a le record de nombre de blanchissages ou de clean sheet de l'histoire d'équipe Canada. Donc, ça reste le numéro 1, le gardien de l'Étoile Rouge de Belgrade, qui vient tout juste de se qualifier en Europa League, au fait, pour ceux qui ne sont pas au courant. D'un autre côté, on a bien évidemment en numéro 2 Maxime Crépeau, qui, je pense, maintenant a vraiment... s'est accaparé du poste de numéro 2, voire même du poste de numéro 1 bis. On a comme l'impression que si jamais il y a des baisses de Milan Borjan, il y a des possibilités que Maxime Crépeau puisse se faufiler, même si c'est quand même assez défini que Borjan est le numéro 1. Maxime Crépeau, donc des Whitecaps de Vancouver. Et enfin, le troisième gardien, un peu à surprise générale, on avait vu dernièrement John Herdman choisir Dane Sinclair de Minnesota, mais Sinclair a perdu sa place au sein de Minnesota. Mais c'est James Pantemis à qui il a fait appel cette fois-ci. Il ne faut pas oublier que Pantemis aussi, il a eu des petits problèmes avec la COVID, un contact COVID et ainsi de suite. Donc, malheureusement, il n'a pas joué dans les derniers matchs non plus. Mais on sait très bien que James Pantemis se bat pour une place de numéro 1, voire est presque déjà le numéro 1 du côté de Montréal. Donc, c'est peut-être pour ça que la balance a penché envers le gardien montréalais. Selon vous, c'est qui va garder les buts? J'aimerais commencer par toi, Daniel Cameron, cette fois-ci. Est-ce que pour toi, c'est aussi clair que ça, la hiérarchie? Numéro 1, Borjan, numéro 2, Crépeau, numéro 3, Pantemis? Ou est-ce que tu penses que Crépeau ou même Pantemis peut brasser les cartes encore? Ben, j'ai l'impression qu'il y a une hiérarchie qui est en place, c'est indéniable. Puis là, c'est pas vraiment le moment de commencer à faire des essais et tout. Là, je pense que ça va être assez clair. Borjan a moins de grosses contre-performances ou que peut-être dans le stage avant le match, avant les matchs, on constate qu'il n'est pas tout là ou qu'il est fatigué ou peu importe. Sinon, moi, je pense que c'est assez clair la hiérarchie. Mais Crépeau, comme tu as dit, s'il y a une baisse de forme, j'ai aucun doute que Crépeau va être capable d'assumer le rôle. Après ça, pour Pantemis, je pense qu'on sait tous qui est là pour faire le nombre. Là. Le troisième est souvent là pour faire le nombre. Des fois, c'est vrai que comme là, c'est plus, comment dire, c'est plus serré entre le 1 et le 2 qu'entre le 2 et le 3, quant à moi. Des fois, c'est le contraire. Des fois, s'il y a le 1, puis après ça, il y a 2, 3. Là, c'est plus 1, 2, puis après ça, il y a le 3. Le 3, ça peut être, que ce soit Dane Sinclair. Dane Sinclair, j'avais l'impression que s'il avait maintenu le rythme des playoffs l'année passée, il aurait peut-être même ça aurait pu être un 1, 2, 3 qui pourrait changer, mais là, vu son manque de temps de jeu, ben, malheureusement, il n'est plus dans le calcul, puis surtout qu'on l'a capté maintenant. Euh, donc, c'est ça mon opinion. Là-dessus, toi, Alex, t'en penses quoi?
Moi, je pense que Milan Borjan, c'est numéro un absolu. Puis je pense que euh, je pense que John Herdman, il va vivre et mourir avec Borjan. Ouais, je suis d'accord. Ça va prendre une blessure ou vraiment, tu sais, pardonnez-moi mon français incroyable, un choke monumental pour que ça aille à Crépeau. C'est pas juste une question, Choke, c'est c'est un pas. mot québécois, donc ouais, on peut l'utiliser. On est sur CS à l'érable, donc tu peux utiliser choke autant que tu veux, là. Ouais, je vais me faire l'ambassadeur du franc-anglais, si vous me le permettez. Euh, Fait que dans le fond, ouais, ça va vraiment prendre une contre-performance monumentale parce que c'est pas juste une question qui donne un ou deux mauvais buts par-ci, par-là. Tous les gardiens donnent des mauvais buts. Même les meilleurs en CONCACAF, même un Keylor Navas va laisser passer un ou deux mauvais buts pendant la campagne. C'est la relation de confiance avec les défenseurs, puis la communication, puis le leadership. Euh, Borjan et Crépeau sont très bons là-dedans. Je pense qu'avec Borjan, il est là depuis longtemps, tout le monde le connaît, il y a une relation qui date de quand même un bon bout de temps. Puis il l'a fait à des gros niveaux, il l'a fait en Ligue des Champions, il l'a fait en Europa, même face à une écrasante pression, parce qu'en Europe, pour le Belgrade Red Star, c'est si tu ne fais pas la Ligue des Champions, si tu ne fais pas le foot européen, c'est énorme comme pression et il performe. Fait qu'il faut respecter ça. Je pense que John Herdman respecte ça énormément. On va vivre avec Borjan pour ce cycle-là. Crépeau, prochain cycle, pour moi, c'est le numéro un. Puis Pantémis, désolé, je ne suis pas convaincu. Je sais qu'il avait été bon dans les U23, mais j'aime vraiment pas comment il prend des risques avec le ballon. De ce que j'ai entendu sur le travail de Sébastien Breza, je suis un peu surpris qu'on ne l'ait pas amené dans le paysage, sachant très bien que le numéro 2 et 3 n'auraient pas les buts, mais pourquoi pas amener Breza pour commencer à l'amener dans le paysage et l'intégrer dans le groupe. Ben, c'est une très, très bonne réflexion parce qu'il y a déjà une grosse concurrence entre Breza et Pantémis, les deux gardiens montréalais. Donc, la concurrence est déjà là. Dernièrement, c'est Breza qui a gardé les buts à Montréal à cause du fait de l'indisponibilité de James Pantémis. Après, Pantémis est revenu, mais Breza est en forme. Donc, Breza continue à avoir cette place de numéro 1. Mais on a quand même l'impression la moindre erreur du côté de Breza, ben, Pantémis va reprendre sa place. On a quand même l'impression que la place de numéro 1 à Montréal est à Pantémis et non pas à Breza. Après, selon moi, d'un point de vue extrêmement objectif, sachant que je couvre quand même le club de foot de Montréal, le CF Montréal, je peux vous dire que les deux ont des défauts et les deux ont des qualités complètement différentes. Oui, tu as mentionné des défauts de James Pantémis, mais il a des qualités que Breza n'a pas. Par exemple, la qualité un peu dans les airs et dans le fait d'avoir le contrôle de sa surface. Pantémis est de loin meilleur que Breza, à mon avis, malgré le fait que Breza est beaucoup plus grand. On a comme l'impression qu'il est hésitant des fois sur ses sorties de balles. Donc, il y a là le problème. Par contre, sur sa décision, les décisions de jouer court, de jouer long, Breza est de loin meilleur que Pantémis. Et c'est là où le bas blesse, c'est que tu as deux gardiens qui sont quand même équivalents. Et tu ne sais pas trop qui choisir, en tout cas du côté de Montréal. Ben, c'est la même chose du côté du Canada. La différence, c'est que Pantémis est venu plusieurs fois faire partie de l'équipe nationale canadienne et je pense que c'est ça qui a joué en sa faveur. C'est qu'il sait que John Herdman, il sait que quand il va venir, il connaît sa place, il ne va pas faire trop de vagues, tandis que Breza va venir avec l'envie de vraiment tout casser. Il va juste venir, Pantémis, il va pas faire ça, il va faire sa place, il va gagner de l'expérience, puis il connaît déjà la plupart des gars, donc il n'y a pas de nouveauté de ce point de vue-là. C'est un peu la valeur sûre comme troisième gardien, selon moi, de la part de James Pantémis. Il aurait très bien pu choisir Leutwiler, Jason Leutwiler, qui aurait été un peu dans le même niveau. La seule différence, c'est que Pantémis, en le choisissant le numéro 3, tu es en train de penser aussi à un potentiel de futur numéro 2, voire futur numéro 1 pour Pantémis. Donc, voilà la différence entre Pantémis et Leutwiler. Donc, bref, je pense que la décision n'était pas facile, mais bon, il n'y a pas énormément d'impact dans cette décision de choisir quel sera le troisième gardien. Donc, je rejoins un peu ce que Daniel a dit un peu plus tard. Arrêtons de parler du troisième gardien. Moi, je vais vous parler du premier gardien. Vous avez parlé de Milan Borjan. Juste une dernière question par rapport à ça.
on a dit qu'il y a 3 matchs qui vont se jouer lors de ce rassemblement-là. Donc, on a le premier match demain, le 2 septembre, donc jeudi 2 septembre. Le deuxième match, ce sera dimanche. Donc, le dimanche, ce sera le 5 septembre. Et le troisième match, le 8 septembre, donc mercredi le 8 septembre. On a 2 matchs à domicile à Toronto. Celui de demain contre le Honduras et celui du 8 contre le Salvador. Et on a un match aux États-Unis, le match à l'extérieur aux États-Unis, le 5 septembre. Daniel Cameron, je vais te poser à toi la question. Est-ce qu'on peut penser à une certaine rotation de la part des gardiens, pas spécialement sur chacun des matchs, mais est-ce qu'on pourrait voir, par exemple, Borjan titulaire dans 2 matchs puis Crépeau dans 1? Ou est-ce que tu penses que vraiment les 3 matchs, même s'ils sont super rapprochés, les 3 matchs, on verra à Milan Borjan, sachant que le gardien ne se fatigue pas vraiment beaucoup en jouant beaucoup de matchs en peu de jours. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a des questions à se poser. Pourquoi il y a des questions à se poser? Parce que premièrement, on a vu que John Herdman est quand même conciliant avec les clubs. Donc, c'est possible que l'Étoile Rouge de Belgrade ait peut-être discuté avec John Herdman en lui disant, écoute, essaie de faire en sorte que peut-être le dernier match, vu que c'est Salvador et c'est à domicile, c'est supposé être l'équipe la plus simple de ces 3-là. Fais en sorte de peut-être pas faire jouer Borjan les 3 matchs, parce qu'on n'a pas envie qu'il se blesse avant la saison de l'Étoile Rouge. En tout cas, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? On spécule, hein? On n'est pas dans les secrets des dieux. On spécule. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Daniel Cameron? J'ai l'impression que là, on est dans une qualif pour la Coupe du Monde, donc ça va être 11 types tous les matchs, ou 11 types pour l'adversaire. Là. Donc, en moins que John Herdman pense que Crépeau est plus adapté à un certain type d'adversaire, par exemple les États-Unis, parce qu'il joue à MLS, puis il y a plusieurs joueurs qu'il connaît déjà pour avoir joué contre eux, ou peut-être le Salvador, parce qu'il voit peut-être... moi, je pense que si c'était pour faire jouer Crépeau, ça serait contre le Salvador. Une équipe qui n'est pas trop loin au classement FIFA que l'équipe canadienne. Mais après ça, on n'est pas là pour offrir du temps de jeu. Là, c'est vraiment là pour un 11 type, tous les matchs. Puis 11 type, ça ne veut pas dire les mêmes 11 joueurs chaque match. Ça veut dire que c'est adapté. Donc, c'est pour ça que j'ai dit si Crépeau est adapté à un certain adversaire, il va jouer. Sinon, peut-être le Salvador. Parce que malgré, comme tu as dit, que le gardien ne se fatigue pas, jouer 3 matchs en peu de jours, même au niveau de la concentration. Je ne me rappelle plus, c'était Subasic qui était gardien de Monaco il y a quelques années. Ouais. Il avait dit une fois quand le club avait été sur plusieurs tableaux en même temps, puis s'était rendu là en Ligue des Champions, il ne faisait pas vraiment tourner des fois. Ouais. Il a dit jouer plusieurs matchs, ça fait en sorte que tu n'es pas tout le temps concentré, puis tu fais des mauvais matchs. Ouais, ben oui, c'est sûr. C'est ça le truc. T'en penses quoi, toi, Alex Rupert? Je sais que tu as dit au début que pour toi, il va aller avec Borjan la plupart des matchs, mais tu ne penses pas aussi que ça pourrait être judicieux de peut-être mettre Crépeau? Si, par exemple, écoute, on arrive au mois de juin, c'est le dernier tour de qualification, puis Borjan est blessé. Est-ce que tu as envie de mettre Crépeau dans la dernière ligne juste comme ça, ou tu as envie de vraiment un peu le ménager, lui donner des minutes de jeu dès maintenant contre le Salvador, par exemple, à domicile? Moi, je vois aucune justification de ne pas jouer Borjan les 3 matchs. OK. Parce que c'est le genre d'horreur qu'il a déjà l'habitude de voir en Europe. Parce que ça arrive souvent qu'il va jouer le week-end, puis il doit jouer en mi-semaine en qualification Europa ou Ligue des champions. Puis le week-end suivant, mais ça continue. Puis c'est la vie de gardien en Europe, surtout quand tu as plusieurs compétitions. Puis là, je ne parle même pas des compétitions de les coupes de la Ligue ou les coupes domestiques. Donc, pourquoi briser son rythme si c'est ça qui a fait son succès pendant des années? Ouais, et comme tu l'as dit, ben, c'est pas comme si il allait se fatiguer tant que ça. Je vois aucune justification pour ne pas le faire jouer les 3 matchs. Cool. Ben écoute, je pense qu'on est à peu près tous du même avis. Donc, Borjan jouera les 3 matchs, à part si peut-être Crépeau aura la chance contre le Salvador. Donc, on a comme l'impression que ce sera Borjan, Crépeau puis Pantemis en numéro 3. On passe au côté des défenseurs. Bon, déjà en premier, la première question à se poser, est-ce qu'on est d'accord? On va aller juste en tour de table rapide parce que je pense qu'on va avoir presque la même réponse. Est-ce qu'on est d'accord que John Herdman a choisi sa formation tactique et va jouer en fameux 3-5-2, voire 3-4-3 avec cette défense à 3? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je pense que ça va être le cas. Je doute qu'il va changer. Après, peut-être pour contre des matchs spécifiques, il va changer peut-être sa tactique une fois ou ici et là. Mais en général, la base va être ce fameux 3-5-2/3-4-3, à mon avis. T'en penses quoi, toi, Alex Rupert? Est-ce que tu es
tu es de cet avis-là ou tu penses que vraiment on va revenir avec une défense à 4, par exemple? Je pense qu'on l'a prouvé. Euh, je pense qu'à ce point-ci, on devrait avoir appris de ce qui est arrivé dans le passé. On joue beaucoup mieux en 4-4-2 contre des équipes très fortes, contre le Mexique, les États-Unis. Si tu as remarqué, c'est des matchs qu'on avait commencé à trois défenseurs. Et quand ça allait pas bien, on s'est réajusté à 4 et le Canada est revenu dans le Ouais, match. ouais. Je pense que la défense à 3, ça fonctionne contre plus les équipes d'Amérique centrale. Je pense pas que ça marche contre le Mexique et les États-Unis. Je pense que tu dois jouer avec 4 défenseurs. OK, donc ça va switcher. Donc pour toi, les gros matchs contre les États-Unis et le Mexique, on va switcher dans une défense à 4. Puis le reste des matchs, on va jouer avec ce 3-5-2 ou 3-4-3, dépendamment des situations. Daniel Cameron, écoute, je veux écouter aussi ton avis là-dessus, mais je vais juste te lancer un petit truc en plus, là, juste comme ça. C'est alléchant de voir genre un 3-5-2 avec genre Buchanan à droite puis Alphonso Davies à gauche en piston. Je sais pas. Moi, je trouve ça super alléchant. Donc, toi, tu penses quoi? Est-ce qu'on va revenir au fameux 3-5-2, 3-4-3 ou est-ce qu'on va rester. Tu es un peu d'accord avec Alex Rupert de choisir selon les matchs la tactique appropriée? Ben moi, je pense que ça va probablement être un 4-4-2 parce que contre les bonnes équipes, c'était souvent ça qui a été utilisé. Puis de toute façon, on fait juste regarder l'effectif, on va revenir là-dessus. Mais moi, je crois, quand tu sélectionnes 23 et non 26 d'ailleurs, c'est parce que tu veux doubler les postes. Puis quand on regarde les postes de la manière dont ils sont doublés, c'est parti pour être un 4-4-2. Ben, tu as Et pour vu, répondre à ta question, c'est là où je excuse-moi, suis pas d'accord. Mais ouais. parce qu'il ne faut pas oublier que Johnston est considéré comme défenseur central selon John Herdman et non pas comme latéral droit. La plupart du temps, en tout cas, il a joué en tant que défenseur central et quand switché dans un 4-4-2, il jouait latéral droit. Donc, j'ai comme l'impression que la base sera le fameux 3-5-2, voire 3-4-3. Mais en cours de match, comme on l'a fait contre le Mexique et les États-Unis, ben, pour perdre l'adversaire, ben, on switchera en 4-4-2 et ainsi de suite. Et ayant des joueurs qui peuvent jouer plusieurs positions et sans vraiment que leur production descende, ben, comme les Buchanan, comme les Allison Johnston, comme les Kamal Miller, ces joueurs-là peuvent être très intéressants dans de ce changement de système en cours de match. Mais je pense que la base va toujours être le 3-5-2, voire 3-4-3. J'ai comme l'impression déjà offensivement, quand tu vois Kyle Larin qui joue en pointe, en sorte de pivot, avec un joueur qui tourne autour de lui, que ce soit ou Cavallini ou Jonathan David, dans ce cas-là, ce sera Jonathan David. Ben, je pense que c'est là où on a vu les meilleures combinaisons offensives du Canada contre le Mexique ou contre les États-Unis ou contre qui que ce soit. À chaque fois qu'on a vu les grosses équipes, j'ai comme l'impression que j'aime bien voir ce duo Larin-David dans ce système-là avec les deux pistons qui vont super haut, donc Davis et Buchanan. J'ai comme l'impression que c'est beau. Puis si jamais on jouait en 4-4-2 ou bien en 4-2-3-1, dépendamment, qui sont nos ailiers. On n'a pas pris de Corbeanu. J'aurais aimé voir un Corbeanu dans ce cas-là, mais on va revenir là-dessus un peu plus tard. Mais ça va être intéressant. Ça va être intéressant tactiquement. Je pense que s'il y a une chose sur laquelle John Herdman est attendu, c'est ces changements tactiques. Je sais que tout le monde l'attend au tournant par rapport à ces changements tactiques. Les gars, on parlait de cette défense, cette fameuse défense, et je veux t'entendre là-dessus, Daniel Cameron, parce que tu as mentionné que l'effectif en place, les 23 joueurs en place, on a comme l'impression qu'il a plus formé ces 23 joueurs avec un 4-4-2 en tête. Il y a le retour de Scott Kennedy. Est-ce que tu penses qu'il est là pour prendre la place de titulaire aux côtés de quelqu'un? Ou bien est-ce que tu penses que ça va être une roue de secours? Parce que dans ta tête à toi, c'est un 4-4-2, donc il y a juste deux défenseurs centraux. Est-ce que Scott Kennedy a sa place dans ton 4-4-2? Bien, oui, il aurait sa place parce que je pense pas que Vitoria va jouer tous les matchs, là. Donc, peut-être qu'il y aura comme une genre de rotation entre Miller, Vitoria, Kennedy, ou peut-être plus. Moi, je pense que ça va être Miller et Kennedy. Puis, c'est dans un 4-4-2, là, Miller, Kennedy. Puis Vitoria peut peut-être. Contre les États-Unis, moi, je ne mettrais pas Vitoria, honnêtement, là. Je mettrais des joueurs un peu plus mobiles et plus jeunes. Donc, je pense que Kennedy a amplement son rôle. Vitoria, de toute façon, on s'entend qu'il ne jouera pas les 3 matchs, hein. Je pense qu'on est rendu là. Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, excuse-moi, j'ai pas pu, on a dévié. Buchanan, Davis sur les côtés dans un 3-4-3, c'est le genre
de stratégie à utiliser contre les Bermudes ou les îles Caïmans, pas contre les États-Unis, l'Honduras ou même le Salvador. Je ne suis pas d'accord du tout avec ce que tu viens de dire parce que les États-Unis jouent un jeu très axial avec les Makani, même Pulisic qui joue beaucoup plus dans l'axe. Donc, les côtés sont quand même assez dégarnis. Donc, mettre tes forces vives sur les côtés, je pense que ce serait vraiment le côté gagnant de la chose tactiquement. Après, il faut voir comment les États-Unis vont se placer, là. Mais j'ai comme l'impression que c'est la tactique à faire. Mais on n'a pas écouté Alex Rupert par rapport à ça. Si tu veux parler des Pistons, tu peux parler des Pistons de Davis Buchanan, mais aussi parler de Scott Kennedy. Qu'est-ce que tu penses? Toi aussi, je pense que c'était pour une défense à 4. Qui seraient tes défenseurs centraux? C'est sûr que je vais être un peu en désaccord avec Daniel parce qu'il faut se rappeler que Victoria, il a très bien fait dans la victoire contre les États-Unis, qui était un 4-4-2 ou 4-2-2-2. Donc, puis ça avait marché. Puis, tu sais, je vais juste toucher sur l'histoire, sur les Pistons. Qu'est-ce qui avait aussi marché contre les États-Unis? Ils ont vu les deux attaquants devant eux autres, c'était Davis et David dans leur face. Puis tu as vu que ça a complètement changé leur façon d'approcher le match. C'était une équipe qui était beaucoup plus craintive d'avancer, de trop presser parce qu'en contre-attaque, ils étaient faits. Puis tu voyais la différence flagrante quand on a reculé Davis. Les Américains, ils pressaient beaucoup plus fort, ils avaient beaucoup moins peur. Puis même l'annonceur sur les chaînes américaines, ils ont dit le Canada vient nous faire un cadeau en faisant pas jouer Davis assez haut. Mais pour revenir à la défense, Scott Kennedy, pour moi, c'est plus une question qui va écoper du retour de Scott Kennedy. Il s'est vraiment amélioré comparé à la saison dernière. Son club a été invaincu jusqu'au week-end dernier, où est-ce qu'ils avaient été parfaits, ils n'ont pas loué de but. Kennedy, c'est un défenseur complet, rapidité, athlétisme, son jeu de passe est meilleur. Je pense que si Victoria, il faut que tu le matches avec le bon défenseur. Si tu le matches avec un défenseur avec qui il n'est pas compatible, qui n'est pas capable de bien le complémenter, mais ça va être un désastre. Puis on l'avait vu quand il était en paire avec Donnell Henry, ça s'était complètement effondré. Mais quand il était en paire avec, je pense que c'était Derek Cornelius, c'était bien. Avec Scott Kennedy pendant les qualifications préliminaires de la Coupe du Monde, ça a bien fonctionné. Victoria, il joue quand même au Portugal, capitaine de son équipe, donc c'est pas vrai, c'est comme un mythe qui est perpétué sur les médias sociaux qu'on est nul. On n'est pas extraordinaire, mais on n'est pas nul non plus. On est correct. T'sais, on est à peu près à niveau de ce que tu verrais dans les 8 clubs dans la ronde finale. Fait que moi, je pense que Kennedy avec Victoria et Miller, puis tu fais une rotation avec Miller et Victoria pour manager leur minute, fine. Donnell Henry, tout le monde sait que j'ai juste pas. J'ai le cœur trop sensible. Personne n'est confiant de voir Donnell Henry en défense centrale. Je suis très, 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 très surpris de ce que tu viens de dire. Très sincèrement, pour moi, Miller est inamovible. Aussi simple que ça. Je trouve que Miller, et c'est pas parce qu'il est montréalais ou quoi que ce soit, et ainsi de suite. J'ai la chance de le côtoyer à Montréal, de le voir jouer, ainsi de suite. Écoute, même quand il fait entre guillemets, il n'est pas en forme, ça reste quand même un très bon défenseur qui fait très rarement des erreurs. Il va en faire parce qu'il est jeune, hein? Il a quoi, 22 ou 23 ans, là, il est encore très jeune. Mais physiquement, il est extraordinaire. Mentalement, il est extraordinaire. C'est un joueur qui est bien au-dessus de ce qu'on pense. Et pour moi, les 3 matchs. Pour moi, il est inamovible. Inamovible. Donc, très sincèrement, moi, je ne suis pas du même avis que vous. On ne va pas jouer avec 2 défenseurs centraux, selon moi. On va jouer avec 3. Et en jouant avec 3, Kamal Miller, en tant que défenseur central gauche, il est inamovible encore plus parce que si on va mettre Davies en tant que piston, et il l'a dit plusieurs fois, John Herdman, en conférence de presse, il a dit ce qui est bien avec Kamal Miller, c'est qu'il a l'habitude de jouer défenseur central, mais aussi il a très souvent joué en tant que latéral gauche. Donc, le fait que Davies s'aventure très haut, ça ne dérange pas parce que Miller est capable de compenser
les efforts défensifs d'Alphonso Davies. Il est capable de compenser ayant été bon en tant que latéral gauche et ayant été bon en tant que défenseur central. Il comprend très, très bien le rôle de défenseur central gauche. Pour moi, Vitória est aussi inamovible au centre de la défense à 3. Et je pense que à droite, ça va se jouer entre Kennedy et Donnie Henry. C'est aussi simple que ça. En premier, pour moi, Donnie Henry, je te parle de John Herdman, je ne te parle pas de mon choix à moi. Hein. J'ai comme mon choix, ce serait Kennedy à 100%. Mais j'ai comme l'impression que John Herdman tient Donnie Henry en très haute estime. Il a fait quelques bons matchs, il ne faut pas le dire, il ne faut pas le nier non plus. Il a fait quelques bons matchs. Et Scott Kennedy, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience et qui a besoin qui a un bon potentiel, qui a besoin de minutes. Donc, est-ce qu'on va lui donner les 3 matchs? Je doute fort. Je pense que ça va être une rotation entre Kennedy et Henry, à mon avis, selon John Herdman. Après, on ne va pas recommencer le fameux sujet qu'on a eu en off, toi et moi, Alex, par rapport à la 2e division allemande. Pour moi, Scott Kennedy doit jouer à un plus haut niveau si jamais il veut être inamovible au sein de l'équipe nationale canadienne. C'est aussi simple que ça. Tu vois Vitória qui joue dans une division 1 portugaise. Tu vois Kamal Miller qui joue en MLS. Pour moi, quand tu joues en première division avec les stades qui sont remplis, avec la pression qui vient avec une première division, où qu'elle soit, tu passes à autre chose qu'une 2e division. Donc, ça, c'est un peu le hic de mon côté à moi. Donc, voilà pour la défense. On parle de Sam Adekugbe parce qu'on a parlé des fameux pistons, voire latéraux. J'ai parlé de Dejan Buchanan. On a parlé un peu de Alistair Johnston. Sam Adekugbe fait une super belle saison jusqu'à présent en Turquie. Comment vous voyez son rôle? Personnellement, je vais commencer à répondre moi-même. Pour moi, c'est tout simplement la doublure d'Alphonso Davies, aussi bon soit-il. Pour moi, Alphonso Davies est encore une fois dans une défense à 3 parce que moi, je suis convaincu qu'on va jouer dans une défense à 3. Sam Adekugbe est juste littéralement la doublure d'Alphonso Davies. Ou, au cas où on va mettre Davies plus haut, à ce moment-là, Adekugbe peut rentrer, prendre la place de piston gauche à la place de Davies. Si jamais on veut mettre Davies plus haut, on tire de l'arrière, on n'a pas besoin de marquer de but ou quoi que ce soit. Donc, voilà mon avis. Toi, Daniel Cameron, Adekugbe, t'en penses quoi? Ou bien les autres latéraux, hein, on peut parler de... On parle plus trop de Richie Lahi, hein, qui n'a pas une excellente saison du côté de Toronto cette année. Donc, aussi, c'est quelqu'un qu'il faut considérer. Vous en pensez quoi de toutes ces personnes-là? Là? Dans un 4-4-2, j'ai l'impression que Johnston à droite. Johnson à droite et Adekugbe à gauche. Là. Je pense que ça va être dans un 4-4-2. Après ça, je pense pas que ces 2 joueurs-là vont jouer les 3 matchs titulaires. C'est ça aussi. Il faut s'attendre qu'il n'y a pas grand joueur qui vont jouer à part peut-être en attaque, là, pas grand joueur qui vont jouer les 3 matchs titulaires. Parce que c'est quand même beaucoup de minutes en 3 jours avec le voyage en plus. Là. Je pense qu'on ne se rend pas compte. C'est comme l'a dit Alex, c'est comme quand tu joues à la Ligue des champions en Europe. Là, des fois, tu joues en France, on va dire. Puis là, la semaine suivante, en Europe, le mercredi, tu es en Europe de l'Est. Puis après, tu retournes. Ouais, mais on est en train quand même de parler de l'avenir d'équipe Canada en Coupe du Monde 2022. Là. Je comprends qu'il ne va peut-être pas jouer 90 minutes, mais des gars comme Alphonso Davies, Jonathan David, je m'attends à ce qu'il soit titulaire les 3 matchs. Là. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit à part en attaque. Larry, c'est ça, est-ce qu'ils vont être capables? Moi, ça sera eux de voir. N'oubliez pas, ils ont fait le voyage de l'Europe. Ils ont juste la horaire dans le corps. Et après ça, là, tu arrives, tu t'entraînes un peu, tu joues à Toronto, là, tu prends l'avion, tu vas aux États-Unis, tu joues un match, tu retournes à Toronto. C'est quand même beaucoup, même si c'est des sportifs et qui sont jeunes, c'est quand même beaucoup. Donc, comme tu as dit, de un, les personnes qui jouera 3 matchs de 90 minutes, à part peut-être Milan Borjan. Là, ce sera à John Herdman d'utiliser sa profondeur à bon escient. Puis, comment dire, dans ce cas-ci, moi, je pense qu'Adekugbe, comme pour en revenir au sujet, je pense qu'Adekugbe va commencer au moins un des matchs, là, c'est sûr. Moi, je dirais pour une défense à 4-4-2, puis je vais marteler et maintenir mon point que le 3-5-2 ou le 3-4-3 ne fonctionne pas sur les États-Unis.
J'ai jamais vu un match où est-ce qu'à 3 défenseurs, on s'en est bien tiré contre eux. Puis quand on l'a essayé à la Gold Cup, on est tombé à 4-4-2 assez vite. Puis c'est là que ça commençait à mieux marcher. L'équipe jouait mieux. Puis tu sais, notre victoire de 2019, c'était en 4-2-2-2. Puis moi, je pense que John Herdman prend note. À 4-4-2, c'est sûr que je mettrais Samuel Adekugbe, c'est sa force, c'est là qu'il excelle. Même dans sa première semaine, c'est lui qui avait un des plus hauts scores pour Atesport en Turquie. Et à droite, ben, c'est sûr que ce serait Alistair Johnston, qui a prouvé hors de tout doute raisonnable que ce poste-là à droite, ça lui revient presque. C'est à lui, parce que là, il n'a pas convaincu beaucoup de monde cette saison. Non. Puis c'est sûr que quand on va tomber à 3 défenseurs, ben là, tu as entièrement raison. À des coups de B, c'est la doublure à Davis à gauche. Puis à droite, je sais pas pour toi, mais j'ai pas vraiment aimé Johnston comme piston droit. Non, pas Fait que comme peut-être, piston, mais à 4, quand tu joues à une défense à 4, je l'aime bien en tant que latéral droit, mais en tant que piston droit, pas trop. Je trouve qu'il est un peu trop défensif pour jouer en piston. Et puis quand tu as les choix, quand tu as Laï et que tu as Laï, Buchanan, ouais. on s'entend qu'un piston, tu as de loin mieux. Là. Ouais, fait qu'à 3 défenseurs, Buchanan et Davis, pourquoi pas? T'en Ouais, profites. bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Les gars, on a beaucoup parlé de la défense et ainsi de suite, mais en fait, le gros point de cet effectif-là, c'est au milieu de terrain. On s'entend. Il est là le gros plan. En fait, tous les gros points. Écoutez, je ne vais pas aller étape par étape. Je vais vous les donner en une fois, puis je veux que vous commentez le tout en une fois, parce que si on va aller étape par étape, je pense qu'on va prendre 45 minutes pour en parler du milieu de terrain. Parlons de tout ça. Premièrement, le retour d'Atiba Hutchinson, 38 ans. Toujours aussi bon au Beşiktaş. Le retour de Witherspoon que Alex Rupert adore et qui a été très, très bon, il faut le dire, les dernières fois avec le Canada, qui joue à St. Johnstone en Écosse. Ils vont prendre la place. Hein. Ils vont prendre la place, ils vont prendre des minutes de jeu, c'est sûr, à un moment donné. Combien ils vont avoir des minutes de jeu, sachant le fait que Hutchinson est quand même assez âgé, il ne pourra sûrement pas faire 3 titularisations. Et Witherspoon, on sait que c'est un peu le couteau suisse hein, du côté du milieu de terrain de John Herdman. Donc, quel genre de rôle ils vont avoir? Bien évidemment, j'aimerais bien aussi savoir combien vous pensez de minutes qu'ils vont jouer ces deux joueurs-là. Après, il y a un choix un peu bizarre. Liam Fraser, qui est encore appelé. Je ne comprends toujours pas pourquoi il est appelé. Ce n'est pas un mauvais joueur, mais je pense qu'il y avait beaucoup plus de joueurs à appeler. Très sincèrement, par exemple, ne pas appeler Liam Fraser et appeler un autre attaquant comme Corbeanu, par exemple, je pense que j'aurais trouvé ça un peu plus logique. Mais bon, ça, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a un autre joueur que vous aurez préféré? Moi, j'ai parlé de Corbeanu, mais ça peut être un joueur de MLS, de CanPL ou comme vous voulez. Là. Et bon, il faut qu'on parle de l'éléphant dans la pièce. Scott Arfield, pas appelé. On a posé la question à John Herdman en conférence de presse. Sa réponse était « J'ai parlé à Scott Arfield, il était prêt à venir. Par contre, il s'est blessé lors de la dernière Gold Cup. On a fait de bons résultats, puis j'ai décidé de reprendre le même groupe à la Gold Cup pour avoir une certaine continuité. Ce n'est pas parce qu'il a manqué la Gold Cup qu'il n'est pas là, c'est parce que le groupe qui était à la Gold Cup a bien performé, puis il voulait les féliciter en les appelant de nouveau. Je vous donne mon avis sur Scott Arfield parce que je ne vais pas vous donner d'avis sur le reste. Je pense que je l'ai déjà dit haut et fort. Pour moi, Scott Arfield, quand tu commences à choisir tes matchs, non, je suis désolé. Scott Arfield doit regagner sa place, regagner la confiance de son coach, regagner la confiance de ses coéquipiers. Et pour moi, je suis très content qu'il n'a pas été appelé. Pourtant, c'est un excellent joueur qui aurait eu un impact extraordinaire. Mais pour moi, il y a quelque chose qui passe avant le talent. Il y a le respect. Et pour moi, Scott Arfield a manqué de respect aux couleurs canadiennes, aussi simple que ça. En tout cas, de ce qu'on a vu, et sachant que, on se rappelle de la fameuse casquette bleue de Junior Hoilett, on en a parlé ici sur CSA à l'érable, il a perdu aussi le contrôle, il a perdu aussi le respect de ses coéquipiers, puis je pense que ce n'est pas la chose que tu vas avoir au sein de l'atmosphère de ton groupe. Donc, je vous laisse commenter sur toutes ces choses-là au milieu de terrain. Je commence par toi, Daniel Cameron. Parle-moi de tout ça et on va passer après à Alex Rupert qui va nous parler de tout ça. Il y a vraiment beaucoup de points, donc on va essayer d'abréger ou sinon on va avoir un podcast de 3h30. Là. Vas-y, Daniel. Oui,
Merci. Concernant Hutchinson et Wotherspoon, comme tu as dit, Wotherspoon a joué un peu les derniers matchs, il a joué un peu partout, puis il a toujours répondu présent. Après, on connaît son poste de prédilection. Hutchinson, si on s'entend que moi, j'ai l'impression qu'il ne commencera pas plus qu'un match sur les trois. Après ça, pour Hutchinson et Wotherspoon, j'ai l'impression que c'est peut-être Piet qui va être un peu la victime là-dedans. Malheureusement, parce que vous savez un peu le côté affectif qu'on a les Montréalais pour Samuel Piet. Après ça, Hutchinson, quel match je le ferais jouer, je dirais. Si j'étais pour être titulaire un match, je dirais peut-être le match contre le premier match contre le Honduras. Là. C'est pour un peu comme commencer à voir un peu qu'est-ce qu'il peut apporter. Puis après ça, on gérera son temps de jeu par la suite. Liam Fraser, ben, j'ai l'impression que c'est plus comme comme tu le dis, pour un peu remercier les joueurs qui ont répondu présent à la Gold Cup. J'aurais appelé à sa place en l'absence de. Ben moi, je suis plus pour doubler les postes, là. Donc, si Arfield n'est pas là, je sais pas, peut-être il y a Boubacar Sissoko qui fait des bonnes performances. Il a fait des bonnes performances dans les passants NPL, puis il en fait des bonnes en USL cette année. Comme joueur de complément, il aurait pu être appelé. Sinon, j'ai pas vraiment quelqu'un en tête. L'impression que c'était pas un peu comme un choix de un, on veut le faire. Puis, faut pas oublier la bonne performance qu'il avait fait contre les États-Unis en 2019 aussi. Là. Peut-être qu'il y a un peu de ça aussi. Après ça, pour Scott Arfield, le problème, c'est que c'était impossible de l'appeler dans ces circonstances. Mais en même temps, j'ai pensé que peut-être qu'il allait avoir un genre de reset avec le Ocho, le Octagon, ou peu importe comment on voulait l'appeler. Dire, OK, ben c'est bon, non, on va se parler. J'ai besoin de toi pour ce cycle-là. Puis il n'y a plus de niaisage. Là, après ça, peut-être que Arfield est vraiment blessé, même jusqu'à maintenant, mais en même temps, il a l'air de s'entraîner et de jouer avec Rangers. Donc, puis avec ce qu'avait fait Hoylett, ben, j'ai l'impression que si Hoylett l'a dit, il doit y avoir d'autres joueurs qui le pensent. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée de. Pour l'atmosphère du groupe, ça aurait été. Il y a peut-être des choses qui se sont dites, là. Puis on peut comparer avec Hutchison qui est venu dans des matchs qui n'étaient pas nécessairement les plus importants, puis il est venu faire son match, puis il est reparti en Turquie. Puis j'ai j'ai l'impression que peut-être pour préserver le groupe, il ne fallait pas l'appeler. Malheureusement, c'était à lui de venir au moins lors des précédents tours ou de venir ou au moins s'il était venu à la Gold Cup, je pense que tout aurait été pardonné. Je sais pas ce que vous en pensez là. Toi, Alex, tu penses quoi de tout ça? All right, OK, OK. Fait que je vais enchaîner sur vos 2 points. Alors, moi, je vais retourner ça d'une autre façon de voir les choses. C'est la gestion du tournoi. Puis, moi, je pense que les 2 matchs à domicile, le Honduras et le El Salvador, c'est des matchs que tu n'as pas le droit de perdre. Si tu veux aller en Coupe du Monde, c'est 2 matchs que tu dois absolument gagner. Fait que moi, je ne crois pas en l'idée que Atiba Hutchinson ne peut pas jouer au moins 2 matchs parce qu'il joue beaucoup de minutes en Turquie. Puis, je pense que pour les matchs Honduras puis El Salvador, ben, vous allez voir un milieu de terrain qui est très fort. Là, on parle du fantastique Stephen Eustachio qui en a mis plein la vue à la Gold Cup. Donc, beaucoup de monde disait, ben, je ne sais pas c'est qui Stephen Eustachio, mais là, après la Gold Cup, tout le monde sait c'est qui. D'ailleurs, il y a encore des rumeurs qu'il l'envoie en Turquie à Fenerbahçe, fait qu'on attend encore de voir là-dessus parce que la fenêtre ferme le 8 septembre, je crois. Donc, moi, je m'attends à voir Stephen Eustachio comme pièce centrale au moins 2 des matchs, les matchs à domicile au minimum. Pour ce qui est de David Wotherspoon, moi, je pense que c'est le milieu de terrain le plus sous-estimé de notre effectif. Puis je peux comprendre qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas la Scottish Premiership, qui ne connaissent pas le foot écossais, puis qui disent, ben, en dehors de Celtic et Rangers, il n'y a rien là. Moi, je pense que ce que David Wotherspoon et St. Johnston ont accompli l'année dernière, aller chercher la Coupe domestique, compétitionner en qualification pour la Europa
Et on voit à Attends, quel point. il a gagné les 2 coupes domestiques, hein? Pas juste une seule. Ah oui, il a gagné la League Cup et Ouais. la Coupe Et la FA d'Écosse. Cup. Ouais, les 2. Ouais, puis tu sais, là-bas, à Saint Johnston, ils disent David Wotherspoon, c'est le meilleur joueur de l'histoire du club. Je ne connais pas assez l'histoire du club pour valider cette information, mais on va les croire sur parole. Donc, son absence s'est fait sentir pendant la qualification pour Europa parce il était sous protocole du COVID. Mais pour moi, c'est le joueur le plus sous-estimé. Je vois en lui un Scott Arfield moins, Scott Arfield minus. Il peut tout faire au milieu. Sa vitesse est sous-estimée, sa vision de jeu est sous-estimée, sa qualité de créer des jeux est sous-estimée, à repérer l'espace en arrière des défenseurs est sous-estimée. Ce gars-là va vraiment surprendre. Jonathan Osorio et Mark Anthony Kay, je pense qu'il a prouvé sa valeur à la Gold Cup. Je pense qu'il va jouer beaucoup de matchs. Jonathan Osorio, moi, ce qui me dérange avec lui, c'est un peu une question de constance. Puis Samuel Piette, mais il est excellent dans le rôle qu'on lui donne pour aller récupérer les ballons et apporter une touche défensive à notre formation. Donc, moi, je pense que on a vu le Canada bien performer sans Stephen Eustáquio à la Gold Cup. Fait que moi, je pense qu'on va vouloir conserver Stephen Eustáquio pour les 2 matchs à domicile, faire jouer David Wotherspoon contre les États-Unis. Puis, tu mets Osorio, Wotherspoon, puis Piet, parce que Liam Fraser, à mon avis, je ne vois pas ce qu'il fait là. Je pense qu'on aurait pu inviter un autre joueur. Puis moi, je vais vous le dire honnêtement, Liam Fraser, puis je lui donne le titre Profession Bouche-Trou. Parce qu'on a appris aujourd'hui que le Canada a demandé à Ferdi Kadioglu de se joindre à l'effectif. Mais, oui, c'est le milieu de terrain du géant turc de 21 ans qui est né aux Pays-Bas, mais qui peut aussi jouer pour la Turquie. Donc, pour cette qualification de la Coupe du Monde, les Pays-Bas ne l'ont pas appelé, ni la Turquie. Et c'est déjà une amélioration parce que la dernière fois, il nous avait poliment dit non qu'on l'avait invité. Et cette fois-ci, il a dit, je ne veux pas prendre une décision trop rapide. Donc, la porte est ouverte. Comparément à la dernière fois, il avait catégoriquement dit non. Fait que je pense que si on avait pu avoir Kadioglu, Liam Fraser n'était pas là. Puis, dernier point, Scott Arfield, c'est une punition. Moi, je pense qu'il était blessé pour la Gold Cup, mais pour les qualifications, les 2 premières rondes pour les qualifications de la Coupe du Monde, il était en santé. Ça ne lui tentait pas d'aller en Haïti, ça ne lui tentait pas d'aller dans les Caraïbes, ça ne lui tentait pas d'aller jouer contre des petits pays. Puis, je pense que John Herdman, il a pris la bonne décision pour ne pas perdre son vestiaire et il a mis Scott Arfield sur le banc, dans le coin des punitions, in the doghouse, puis il lui a dit « Méchant garçon, tu ne joues pas cette fois. » Puis, dépendamment de où est-ce qu'on se situe dans notre qualification, mais on va t'appeler, puis ça se peut qu'on n'ait pas besoin de toi. Tu ne sais jamais. Peut-être qu'on va accomplir un miracle et aller chercher 9 points. Si on va chercher 9 points, est-ce que tu as vraiment besoin de Scott Arfield à la prochaine ronde? Si tu vas chercher 6 points, ben, c'est peut-être prudent de le faire rentrer parce que là, la prochaine fois, ça va être le Panama avec la Jamaïque, je crois. Est-ce que peut-être que c'est pas une mauvaise décision de le faire réfléchir un petit peu plus longtemps, comme ça tu ne perds pas ton vestiaire, puis lui il comprend le message, puis tout le monde va rentrer dans la même porte parce que si notre qualification est en danger, tu dois appeler Scott Arfield. Point à la ligne. Intéressant tout ce que tu as dit. Je suis d'accord avec la plupart de tes points. Donc, on ne va pas commenter chacun de tes points, en tout cas, sinon on va prendre trop de temps. Mais c'est très intéressant. Je laisse nos auditeurs trancher et décider c'est quoi qu'ils veulent et c'est qui qu'ils aiment et c'est qui avec qui ils sont d'accord de nos 3 avis qui sont quand même assez différents. Mais bon. On passe à la prochaine, au prochain secteur et c'est le secteur des attaquants. On sait que Lucas Cavallini a été appelé, mais John Herdman l'a dit qu'il est sur le chemin du retour. Donc, il aura un rôle, mais un rôle très restreint vu qu'il vient de ressortir de blessure, mais il sera quand même là. Est-ce qu'on a parlé du fait que c'est 23 joueurs, sachant que tu ne pourras pas compter à 100% sur Lucas Cavallini? Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir appelé? Quels sont les autres attaquants que vous aurez appelés? Moi, j'ai mentionné plusieurs fois Corbeanu, ça c'est un de mes choix.
Et est-ce que vous pensez que les superstars, donc on parle de Alphonso Davies, Jonathan David, vont jouer tous les matchs de toutes les minutes ou est-ce qu'on va les faire sortir au cas où dans certains scénarios? Parlez-moi de ça. Et quelles sont les déceptions pour vous? Qui vous auriez aimé voir appeler dans ce 23 joueurs ou dans ces 26 joueurs? Moi, je l'ai mentionné, Corbeanu, c'est le seul pour moi qui vraiment manque à l'appel de tous les joueurs qui auraient pu être appelés. Je suis très surpris qu'il n'a pas été appelé. Je trouve qu'à chaque fois qu'il a été avec le Canada, ça a été une bonne chose. Est-ce que c'est parce qu'il est en prêt et que, il a dû demander, peut-être, écoute, cette fois-ci, juste laisse-moi m'acclimater à mon nouveau club et ainsi de suite. C'est possible qu'il y ait une discussion entre Herdman et Corbeanu. Mais pour moi, c'est vraiment le seul joueur que j'aurais aimé voir. D'un autre côté, j'aurais aimé aussi peut-être voir, parce que juste pour l'encourager, parce qu'il a de très, très bons matchs avec Montréal, c'est Zachary Beauvilliard. Même si on a déjà plusieurs latéraux droits, je pense qu'il fait de très bons matchs dernièrement. Puis ça aurait été bien de dire, tu sais quoi, je te vois, je t'ai pas oublié. De là, qu'il joue aucune minute d'aucun match, au moins lui dire, tu fais encore partie de ce groupe-là. Et encore une fois, c'est là. C'est les deux seuls joueurs que j'aurais aimé voir du côté de John Herdman. Sinon, j'aime bien la sélection qu'il a fait, à part le Liam Fraser. Donc voilà, pour tout ça, parlez-moi un peu de ces attaquants. Qu'est-ce que vous pensez des rôles de chacun de ces forces offensives? Cette fois-ci, parce que j'en ai marre qu'Alex nous réponde à tout ce qu'on dit. Donc, je vais laisser Alex commencer, comme ça Daniel pourra répondre à tout le monde. Donc, vas-y, Alex. Merci beaucoup. Premièrement, je peux comprendre pourquoi Theo Corbeanu n'est pas là parce que justement, ils sont prêts à Sheffield Wednesday en League One anglaise, qui est la 3e division anglaise. Je crois que Il joue Theo pas. Ouais, mais là, il va jouer. Je pense qu'il y avait une raison valable pourquoi il ne jouait pas, mais son coach a dit qu'il allait le faire jouer, puis il a joué la semaine dernière. Il est rentré comme substitut. Je pense que tu veux qu'il gagne ses minutes, qu'il s'habitue à son club. Tu veux lui donner toutes les chances de réussir à Sheffield Wednesday. Et je pense que la meilleure façon d'y arriver, c'est de le laisser avec son club, de le laisser s'entraîner avec le club, d'apprendre le système du club. Parce que lui, s'il réussit, tu veux qu'il impressionne assez pour revenir avec les Wolverhampton Wanderers en Premier League. Fait que je comprends le choix. Sinon, C'est tu qui parles tu de aurais appelé alors, d'autres? Liam Miller du FC Ouais. Basel en Suisse. Mais il ne D'ailleurs, joue pas beaucoup aussi. Hein? J'ai regardé un match, le match de qualification pour l'Europa League que Bâle a gagné un peu en dernière seconde, un match de fou. Ils ont gagné sur le fil à la 92e minute, je pense. Et il ne jouait pas, Liam Miller. Il n'est pas titulaire. Donc, bon, on s'entend, c'est quand même. On passe des U23 de Liverpool à quand même une des meilleures équipes en Suisse. Peut-être pas la meilleure équipe parce que les Young Boys maintenant sont devenus meilleurs du côté de la Suisse, mais ça reste quand même une des meilleures équipes en Suisse. Donc, pourquoi tu donnerais une chance à les Miller qui ne jouent pas trop encore dans ce club-là? Là? ben, quand même, il a quand même joué 5 matchs avec FC Basel, puis je crois qu'en qualification Europa Conférence, je crois qu'il a une passe. Puis s'il n'a pas une passe, il y a au moins deux ou trois buts qui ont commencé avec, qui se sont produits avec lui, qui a initié le jeu. Puis quand même, au week-end dernier contre les Young Boys, il a quand même joué 83 minutes. Donc, il était partant, puis il était sur le terrain, puis il a contribué. Donc, on voit que la Suisse, tranquillement, pas vite, c'est un peu son niveau. Il s'habitue bien, son coach lui fait confiance en ce moment. Je crois qu'il n'a pas encore plafonné. Moi, je pense qu'il aurait été une valeur sûre parce qu'on ne sait pas à quel point que Lucas Cavallini il se porte en ce moment. Sinon, Jonathan David et Alphonso Davies, moi, comme tu avais dit au départ, je m'attends à ce que les trois soient titulaires les 3 matchs. Non, on ne va pas les faire jouer 90 minutes les 3 fois, mais tu vas leur donner, ils vont voir les 3 matchs. Ça, je suis complètement convaincu de ça. Okay. C'est pour ça que j'aurais amené Liam Miller parce que tu ne peux pas juste avoir Junior Ouellet et Kyle Larin pour les supporter. On ne sait jamais s'il y a une blessure qui arrive. Ben, au moins, tu aurais eu Liam Miller qui aurait été là. Fait que, I don't know. C'est intéressant, je comprends ton point. Daniel Cameron, est-ce que tu
Toi aussi, tu aurais ramené, c'est un joueur que tu aurais ramené, les Miller. Écoute, j'ai comme l'impression qu'il a gagné mon argument d'Alex Rupert. Là, genre, il a vraiment gagné cet argument-là. Bon, Miller commence à avoir des minutes, puis c'est quand même, il joue quand même dans un bon club. Moi, très sincèrement, il m'a convaincu. T'en penses quoi, toi, Daniel? Ben, j'avais pensé à lui aussi. J'avais oublié son transfert en Suisse d'ailleurs. Je croyais que lui aussi était prêté dans la division inférieure comme Corbiano. Il est prêté en Donc, Suisse, là, à ce que je me rappelle, à ce que j'avais lu, n'est-ce pas, Alex? il me semble que Non, non. ils l'ont acheté. Ils l'ont acheté? OK. Transfert permanent de Liverpool. Oh, wow. OK. Ouais, c'est fini Liverpool maintenant. Donc, oui, dans ce contexte-là, je pense qu'il aurait pu aider. Après ça, peut-être que lui aussi, s'il savait qu'elle n'allait pas jouer beaucoup, peut-être qu'il y a eu des discussions. Peut-être que même c'est Herdman qui a dit ben, j'ai pas vraiment besoin de lui. Il y a aussi le facteur, comme pour Fraser, peut-être qu'Avalini, il y a le facteur proximité Amérique du Nord aussi. Donc, tant qu'à appeler un joueur de complément, je vais appeler un gars, ou comme Pantemis aussi par rapport à l'autre Wheeler. C'est tant qu'à appeler un joueur de complément, je vais appeler quelqu'un qui est déjà là plutôt que faire traverser l'Atlantique ou le Pacifique ou à quelqu'un. Donc, j'ai l'impression. Sinon, il y aurait peut-être eu Bustos qui est quand même dans un bon mood. Mais encore là, je veux dire, peut-être que c'est pas le moment nécessairement de faire appel à des joueurs qui ont pas joué de match officiel. Là. Donc, j'ai l'impression que Cavallini a quand même fait des bons matchs en équipe nationale. Donc, il se dit que peut-être c'est un joueur que quand il rentre, il est quand même décisif. C'est un bon joker. Concernant le temps de jeu, ben, je pense pas que Davis, Larin, David vont jouer toutes les 90 minutes, mais j'ai l'impression que les trois risquent d'être titulaires les trois matchs. OK, bah cool, intéressant, je trouve. Moi aussi, je pense qu'ils vont être titulaires les trois matchs. Après Hutchinson, je pense pas qu'il va être titulaire les trois matchs, comme Alex l'a suggéré, là, ou même deux matchs. Je pense qu'il va faire des bouts de match. En tout cas, il va falloir. Moi, j'aimerais bien que Hutchinson joue les trois matchs en tant que substitut, en tout cas, parce que je veux qu'il dépasse, il est à 5, je pense, à 5 matchs de dépasser le record canadien pour le nombre de sélections. Il est à 4 ou 5 matchs. Et je pense qu'il le mérite même à 38 ans. Puis voilà, le faire jouer 3 matchs, il sera plus qu'à 2-3 matchs. Puis on sait qu'il se rapproche de ce record-là. Il le mérite. Il a tellement supporté l'équipe et soulevé l'équipe et mis l'équipe sur ses épaules pendant des années qu'il le mérite amplement. Et je pense que même en tant que remplaçant, quand il rentre dans les 20 dernières minutes, il va se donner à fond. Puis ça peut qu'être bénéfique pour Équipe Canada. Parlons un peu des adversaires. Je vais vous parler de quelques... Je ne sais pas si chacun veut parler de quelques adversaires, les joueurs à surveiller du point de vue des adversaires. Donc, on commence en premier, le Honduras. Le Honduras qui se présente donc à Toronto demain. Gros match. On sait l'historique du Honduras face au Canada. Bon, la plupart du temps, c'était plus au Honduras qu'au Canada même, mais ça reste, quand on parle du Honduras à n'importe quel fan du foot canadien, ben, il y a comme des frayeurs et des sueurs froides qui ressurgissent. Ben, je regarde un peu l'effectif du Honduras. Beaucoup de joueurs de MLS. On a par exemple Figueroa du Dynamo de Houston, Najar de DC United, Acosta du Galaxy, Boniek Garcia, Houston aussi, Brian Acosta du FC Dallas. Romel Kyoto, bien évidemment, de CF Montréal, qui peut faire très, 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 très mal. Quelques joueurs d'Europe. Je pense que c'est un bon effectif. Ça reste que pour moi, il manque le gros joueur qui est Albert Ellis, qui n'est pas là. Et pour moi, quand tu es en train d'avoir un Honduras sans Albert Ellis, tu es en train d'avoir, c'est comme si tu avais, c'est comme si c'était le Canada sans Alphonso Davies un peu. Même si, bien évidemment, Kyoto reste un très, très bon joueur. J'ai comme l'impression qu'il manque un peu cette flèche-là, comme Albert Ellis qui n'est pas là. Vous en pensez quoi de cet effectif du côté du Honduras? Je te laisse commencer, Alex Rupert. Ben, ça va quand même être un adversaire de taille. On voit qu'ici qu'il y a beaucoup de... Ben, la majorité de l'équipe, c'est des joueurs de la Ligue domestique. Le Honduras, c'est l'équipe qui est éternellement coriace. Ils ont une identité.
qui est clairement établie. Une équipe qu'il ne faut pas prendre à la légère, mais en même temps, comme tu soulignais avec l'absence de leurs joueurs de premier plan, et combiné avec les accusations pas vraiment justifiées envers le Canada, comme quoi que On essaie de les surveiller, de les espionner, là. Ouais, j'ai avec vu des ça. drones, on fait voler des drones autour de leur site d'entraînement, puis comme Victor Montagliani, qui est canadien et président de la CONCACAF, mais ils ont peur que les arbitres vont pas faire leur travail comme du monde à Toronto. Fait que tu vois déjà que quand le coach d'une équipe nationale fait des déclarations comme ça, C'est qu'il a peur. il est pas très confiant. Puis tu sais, il ne faut pas oublier que la dernière fois, la dernière ronde pour la qualification de la Coupe du Monde, quand le Honduras était venu, on les avait battus à la maison. Puis ça, c'était sans tous les joueurs qu'on a maintenant. Fait que moi, je pense que le Honduras, ils se disent, vous savez quoi, ça va peut-être pas être très beau à Toronto, mais on va se reprendre à San Pedro Sula. Donc, je pense que ça va être correct avec le Honduras. Je m'attends à une victoire, puis je pense qu'on va sortir de notre équipe A. Daniel Cameron? De mon côté, j'ai l'impression que l'équipe du Honduras, elle est prenable. Juste sur papier, j'ai l'impression que l'équipe canadienne, elle est mieux. Il ne faut pas se mentir. Après ça, c'est sûr que l'Honduras, depuis quelques années, c'est quand même une équipe qui se qualifiait pour la Coupe du Monde, qui a de l'expérience dans les gros matchs. Donc, c'est pas du tout une équipe à sous-estimer. Mais moi, je pense qu'à domicile, c'est prenable. Ouais, ça va être intéressant. En tout cas, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il faut gagner tous ces matchs-là à domicile. On passe au Salvador aussi qu'on va recevoir à domicile lors du dernier match. Écoute, c'est un peu pour moi le petit poussé un peu de ce groupe de 8. Pour moi, logiquement, si la logique se respecte, il devrait finir 8e. Ça reste une équipe qui est quand même surprenante, qui a eu quand même des résultats un peu surprenants dernièrement. Si jamais je regarde un peu les derniers résultats, ils ont fait un match nul contre le Costa Rica dans un match amical il y a à peu près une dizaine de jours. Ils ont perdu contre le Qatar en quart de finale de la Gold Cup, juste 3-2. On se rappelle, le Qatar, c'est quand même le champion asiatique. Ils ont perdu contre le Mexique juste 1-0. Ils ont remporté un match contre Trinité et Tobago 2-0. Ils ont remporté un match contre le Guatemala. Donc, c'est pas non plus une proie facile. Donc, il va falloir faire attention. Il va falloir être vigilant. Des joueurs importants, je ne connais pas beaucoup de joueurs. Il y a quelques joueurs MLS comme Zavaleta de Toronto, Darwin Seren qui a un excellent milieu défensif du côté du Dynamo de Houston, ou bien Alex Roldan, l'excellent joueur des Sounders de Seattle. Il y a quelques bons joueurs, il y a quelques jeunes joueurs. On parle de Hernandez qui joue à Eindhoven, aux Pays-Bas, qui peut être quelqu'un, il a 20 ans, je ne le connais pas, mais j'ai cru comprendre que c'était un joueur à surveiller pour le futur. Donc voilà, ça peut être intéressant, mais logiquement, on devrait battre cette équipe. Est-ce que, Daniel Cameron, est-ce que tu te tiens inquiet face au Salvador ou pas du tout? Je dirais pas que je suis inquiet, mais je dirais à ce tour-ci, chaque match est important. Fait qu'il va falloir vraiment respecter l'adversaire. Ouais. Mais non, tu sais, Salvador, c'est une équipe qui a commencé à avoir des bons matchs depuis le dernier cycle. Ouais. Donc, c'est encore nouveau pour eux, ces matchs-là. Je ne suis pas inquiet, mais ils ont quand même fait des bons scores les dernières années. Donc, il faut respecter, rendu là, il faut respecter tous les adversaires. Alex? Ouais, quand je regarde leur alignement, puis c'est sûr que c'est une représentation fortement en provenance de leur ligue domestique. Et quand on parle de leur ligue domestique, on doit penser à toutes ces victoires du Forge FC sur leur club et leur meilleur club en passant. Donc, je combine ça avec la force de notre effectif et c'est un match non seulement prenable à la maison et si tu peux leur rentrer dedans, mais tu veux que le différentiel de but, tu vas en profiter pour que ça marche à ta faveur. Marquer le plus de buts possible, on espère un bon 12-0 comme contre les petites îles. Là. Exactement. Fait que si tu peux mettre Buchanan, Davis, David, Lareine dans leur face, tu peux imaginer le Canada et ça va être notre humeur.
Alors, moi, je m'attends à une victoire décisive Ouais. contre le El Salvador. Mais écoute, on va pas se voiler la face, on va pas du tout se voiler la face. Le gros match, c'est le match aux États-Unis. C'est quand même un gros match parce qu'on veut essayer de au moins ramener un point de là-bas, si ce n'est pas l'emporter. Par contre, on parle souvent qu'au Canada, ben, en Gold Cup, on n'avait pas tous nos grands joueurs. Larin qui était blessé, Akinola qui est toujours blessé au fait, Alphonso Davies qui a été déclaré forfait, Jonathan David aussi qui était forfait. Mais on s'entend aussi que les États-Unis, ils sont arrivés, ils ont gagné la Gold Cup et ils n'avaient pas leur gros effectif non plus. Donc, on regarde maintenant les États-Unis, les joueurs appelés. Écoute, c'est la crème de la crème. Hein. C'est l'équipe numéro 1. Tout le monde est là. Et je peux vous nommer des noms et je pense que tout le monde de la planète foot est au courant et connaît ces noms-là. On peut parler en tant que gardien, on a Zach Steffen qui est de retour, même s'il y a Matt Turner, il y a Ethan Horvath qui sont quand même bons. On peut parler en défense du retour de John Brooks, côté MLS, Walker Zimmerman, Serginho Dest, le joueur de Barcelone, Mark McKenzie qui quand même joue de bons matchs du côté de la Belgique avec Genk, ou bien quelques joueurs MLS comme Miles Robinson du côté d'Atlanta qui est quand même toujours un très bon joueur. Au milieu de terrain, on a aussi vraiment de très bons joueurs. On parle de Weston McKennie du côté de la Juventus de Turin ou bien Tyler Adams du côté de Leipzig, sans oublier Christian Roldan qui est toujours aussi bon du côté des Sounders. Et en attaque, ben, écoute, c'est l'armada offensive. Christian Pulisic, Giovanni Reina, Brandon Aronson, Conrad de la Fuente qui a un super début de saison du côté de l'Olympique de Marseille et Ricardo Pepi qui est sur le point de devenir, il n'est pas très loin en tout cas, mais il est sur le point de devenir le marqueur le plus prolifique avant qu'il n'atteigne 20 ans de l'histoire de la MLS. Il est très, très proche. Il est deuxième maintenant dans l'histoire de la MLS pour le nombre de buts marqués avant sa vingtaine. Bon, on s'entend. Moi, sincèrement, je pense que vous l'avez compris. J'ai peur de cette équipe des États-Unis. J'ai juste peur qu'on se voit un peu trop beau, le Canada, et qu'on a tendance à regarder un peu cette équipe de haut. Ça reste quand même une équipe de très bon niveau et de très haut plan. Daniel Cameron, est-ce que c'est justifié ce que j'essaie de dire ou tu penses que l'écart n'est pas aussi grand entre ces deux équipes-là? Non, il y a clairement un écart. On ne va pas s'inventer des histoires. Après, il va falloir, ce sera à Herdman de trouver la formule pour que ce ne soit que de l'histoire parce qu'il n'y a pas le droit à l'erreur. C'est pas impossible de battre l'équipe américaine. Il faut juste trouver la bonne formule. Moi, je pense qu'on a quand même des joueurs de qualité aussi. Là. C'est pas, là, l'écart n'est pas aussi grand qu'il l'aurait été il y a 3-4 ans, sur papier du moins. Donc, moi, je pense qu'il va falloir y aller, puis on y va à fond. On trouve une formule qui peut marcher selon chaque adversaire. Tu vois, moi, je suis en désaccord avec toi. Je pense que, tu sais, je pense que 6 points, 2 victoires à la maison, pour nous, on a réussi ce qu'on devait faire. Ouais. Si on perd aux États-Unis, ça, je pense que déjà, Herdman et la même chose avec le Mexique, on est déjà prêt à les perdre. Ça, c'est des matchs. Oui, mais il faut faire attention, selon moi, Alex, il faut faire attention au mental. Si on perd 4-0 contre les États-Unis aux États-Unis, on a un problème. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, il ne faut pas oublier que c'est pas parce qu'on est capable, on peut se permettre de perdre ce match-là qu'on va juste jeter l'éponge. Ouais. Moi, je pense que c'est là que tu vas déployer ton 4-4-2, où est-ce que tu peux jouer des joueurs différents qui vont un peu reposer ton meilleur effectif pour les matchs à domicile. Puis, il ne faut pas oublier que c'est le 4-4-2 qui a vaincu les États-Unis en 2019 sans Eustáquio, sans Hutchison, avec un Liam Fraser qui était sur le terrain. Il ne faut pas oublier que quand tu leur mets David et Davis dans leur face, ils sont beaucoup plus prudents avec leur pressing et les défenseurs deviennent nerveux. Il ne faut pas oublier aussi que même cette année, sans Eustáquio, on a quand même joué de façon excellente sur leur terrain. Moi, dans ma tête, je me dis qu'un match nul, c'est faisable si on joue de façon organisée, responsable et on est défensif. On est capable de les neutraliser. Puis le monde qui dit encore « Oh, mais le Canada, leur défense, c'est pas bon, c'est terrible. »
on les a quand même limités à seulement un seul but. Fait qu'on est quand même capable de jouer à leur niveau, puis il faut se le dire, même avec un milieu de terrain qui était diminué, notre milieu de terrain les a surclassés. On était meilleur qu'eux au milieu. Je pense qu'on peut aller chercher un match nul. Si on perd, ben, c'est plate, mais je pense que c'est plus le match quand les Américains vont venir chez nous. Ça, c'est un match qu'il faut gagner. On voit que les Américains n'ont pas gagné au Canada depuis un bon bout de temps. Ils n'ont pas été capables de faire le travail en 2019. Et, puis ça, je le dis souvent, les Américains ne m'ont pas convaincu sur la route. C'est un pays qui joue beaucoup trop souvent à la maison. Ouais. Je sais qu'ils sont redoutables quand ils sont chez eux, mais sur la route, ils sont mous. Regarde, un terrain mouillé à Trinidad, ils ont perdu. La dernière ronde de qualification de Coupe du Monde, le seul match qu'ils avaient gagné en dernière ronde sur la route, c'était contre Saint-Vincent, je pense. Tout le reste, c'était soit nul ou défaite. Ouais. Alors... Oui, mais là, ils seront chez eux. Hein. Oui, oui. Il est là le problème. En tout cas, on verra ce qui va se passer. Ça va être un match très, très amusant le dimanche, en tout cas, aux États-Unis. On est à Tennessee, du côté au Tennessee. Donc, quand même, choix de l'emplacement assez original, on va dire ça comme ça. Ben voilà, pour l'équipe nationale canadienne, ça va être très intéressant à suivre. La semaine prochaine, on va parler de ça, bien évidemment. On va sûrement enregistrer après le match de mercredi. Donc, vous en faites pas si on est quelques jours en retard. C'est normal parce qu'on va attendre d'avoir vu les 3 matchs avant de venir discuter de tout ça. Passons au championnat canadien rapidement. On va pas vraiment prendre trop de temps. On va juste parler rapidement de cette grosse surprise. La seule équipe MLS qui est éliminé par une équipe de CanPL. C'est encore une fois les Whitecaps de Vancouver. C'est en fait la seule équipe de MLS à vie qui a été éliminée par une équipe de CanPL. Ça fait 2 fois que ça arrive. La dernière fois, c'était Cavalry. Cette fois-ci, c'est Pacific FC. Encore une fois, je veux tirer mon chapeau à Daniel Cameron qui voit Pacific très, très haut au classement de CanPL. Ils sont dans les 2 premiers maintenant. Ils sont 2e, je pense, maintenant en CanPL. Parce que Forge les a dépassés, je pense, lors de la dernière journée, si je ne me trompe pas. Mais ils ont joué quelques minutes après, puis ils ont repris leur. Ouais, c'est vrai, ils ont joué juste après. Ouais, ben, tu as vu, j'ai manqué le dernier match. Mais ouais, effectivement. Donc, bon, Pacific est déjà premier du côté de la CanPL. Ils battent Vancouver, un match 4-3, magnifique. Mais il faut dire que si jamais on regarde le score, on se dit, ouais, c'était proche. Mais dans le match, on a comme l'impression que Pacific était meilleur, voire supérieur aux Whitecaps de Vancouver sur ce match-là, n'est-ce pas, Alex Rupert? Oui, c'était depuis, dès le coup de sifflet, tu voyais déjà quel club qui avait vraiment faim, qui voulait vraiment se prouver. Puis il faut se l'avouer, il y a quand même beaucoup de joueurs qui provenaient de l'académie des Whitecaps de Vancouver qui voulaient prouver que les Whitecaps n'avaient pas fait un bon choix ou les avaient sous-évalués et sous-estimés. Je pense que les Whitecaps les ont pris un petit peu à la légère, puis quand ils ont commencé à les prendre au sérieux, c'était trop tard. Ouais. Je pense que j'aurais pensé qu'après ce qui est arrivé avec les Cavalry en 2019 et ce que York 9 qui avait mis du fil à retordre à Montréal et Cavalry jusqu'à un certain point, que les clubs MLS auraient comme compris que de ne pas les prendre à la légère, mais je pense que les Whitecaps ils n'ont pas vraiment compris le message. Donc, message au Toronto FC et au CF Montréal. Prenez pas York United et les Wanderers à la légère. Non, c'était un match, c'était un beau match. Ils étaient très organisés, le jeu était rapide, les passes c'était du beau foot. Je pense que c'est le meilleur match que j'ai vu de Pacific depuis leur création. Je ne les ai jamais vus aussi bien jouer que ça. Ouais. Et ça, c'est sans Marco Bustos. Sérieusement, chapeau, bravo. Puis l'île de Vancouver peut être fière de leur club. Puis j'espère que ça va les aider à avoir plus de fans en dehors de l'île de Vancouver. Puis que les yeux sur le Lower Mainland, dans la ville de Vancouver et dans Fraser Valley, vont regarder la Ligue et le club. Ouais, en tout cas, ça va être très intéressant. Daniel Cameron, tu étais étonné, voire impressionné par cette équipe dirigée par Pamoduka qui fait un travail phénoménal?
Oui, j'étais impressionné parce que comme on voyait vraiment que Pacific avait plus de volonté et contrôlait mieux le jeu. Après ça, on voyait au niveau des individualités qu'il il y avait, il y avait quelques, comme Ryan Gold, par exemple, qui fait la différence sur quelques actions et c'est là qu'on voit la différence de moyens entre un club de CanPL et de MLS. Sinon, c'est sûr, avec l'absence de Bustos et Bassett, ça a donné l'occasion à Campbell d'être motivé devant son club formateur. Au niveau des joueurs des anciens des Whitecaps, ben c'était un peu le même phénomène avec Cavalry. Il y avait eu plusieurs joueurs qui avaient été dans l'académie, puis ils veulent se prouver, puis c'est un phénomène tout à fait normal. Et c'est bien d'ailleurs, ça permet de motiver les joueurs. Sinon, moi, je pense que c'est très encourageant pour la suite. Puis on voit un peu la profondeur de Pacific, il y a des joueurs qui sont capables de prendre la relève quand les titulaires ne sont pas là. Campbell, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu jouer de même. Là. Je trouve ça très encourageant. Puis comment dire, ça fait 2 fois que les Whitecaps se font éliminer par l'actuel premier de CanPL. Ouais. Donc, je me rappelle quand il avait dit notre ami Kurt Larson que ouais, ben, les Whitecaps étaient dans un creux, puis le Cavalry était au top à ce moment-là. Ben, c'était un peu la même chose cette fois-ci. En tout cas, c'est très intéressant. On va suivre ce championnat canadien de très près. On vous en parlera bien évidemment dans les prochains épisodes. Maintenant, on est plus concentré sur l'équipe nationale canadienne. En tout cas, la semaine prochaine, on en parlera. On aura peut-être aussi un invité à ce moment-là. Ça va être très intéressant. J'espère que ce podcast vous a plu aujourd'hui, un nouvel épisode de CS à l'érable. Moi, je veux remercier déjà en premier mes collègues. Daniel Cameron et Alex Rupert pour avoir été là avec moi. Les amis, merci beaucoup. Et je vais vous dire à vous, chers auditeurs, merci de nous écouter et de toujours nous soutenir. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de CSLR.